Merci beaucoup, Guillaume, et merci à l'association que tu représentes bien fidèlement. J'encourage évidemment tout le monde à adhérer à l'association. Ce n'est pas encore le cas pour moi, mais ça arrive très, très vite. Donc, merci à cette association qui me permet donc de vous exposer le fruit de mes recherches. Je précise avant de commencer deux, trois petites choses. Premièrement, c'est une communication que j'ai faite pour une journée d'études à la Sorbonne lors des doctorales en mars 2022, que je reprends ici et que j'ai développé, que j'ai amplifié sur de nombreux aspects, notamment sur tout ce qui touche aux adaptations des écrits de Lovecraft en bande dessinée. J'y reviendrai donc plus précisément. Une autre chose, je ne suis pas spécialiste de la bande dessinée. Je suis doctorant en littérature comparée à Paris-Sorbonne, spécialiste entre guillemets, hein, j'aime pas trop ce mot, mais je m'intéresse à la narration fantastique. Donc évidemment, ça va avoir un lien avec le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est-à-dire la métamorphose, les métamorphoses en particulier macabres dans la bande dessinée. J'y reviendrai. Dernière chose avant de commencer mon propos, certaines planches que je vais étudier pendant cette communication peuvent peut-être choquer la sensibilité de certains. C'est rien de bien méchant, je vous rassure, mais il peut y avoir par moments une esthétique un petit peu gore, donc je préférais vous prévenir. Cela étant dit, je commence donc ma petite introduction. Je voudrais me pencher dans cette communication que je vais vous faire, qui s'intitule donc Mutations grotesques et métamorphoses macabres dans la bande dessinée. Je voudrais me pencher sur un art, le neuvième, que vous connaissez bien, et qui entretient des rapports étroits avec la métamorphose. Le mot métamorphose lui-même est composé de deux morphèmes. Le grec méta, qui dénote le changement, et le grec aussi morpho, qui signifie, lui, la forme. La métamorphose sera donc entendue comme le passage d'un état A à un état B, l'état B ne partageant plus que de lointaines ressemblances avec l'état A. Quant à l'art que je vais évoquer, le neuvième, vous le connaissez, il s'agit bien évidemment de la bande dessinée. Parfois, j'utiliserai l'expression de narration figurative séquentielle, puisqu'il s'agit d'un mode de narration qui utilise l'image en séquence, l'image qui se décompose en une série de petites images, donc en une séquence qui permet de faire avancer cette narration. La bande dessinée qui a acquis ses lettres de noblesse voilà quelques décennies et qui mérite, il me semble, une place de choix dans les études littéraires, peut-être une plus grande place que celle qu'elle occupe aujourd'hui, en particulier dans certaines grandes universités. Plus particulièrement, c'est la bande dessinée fantastique qui a attiré mon attention. J'y reviendrai. Je la définis en me référant à la catégorie esthétique du fantastique. Alors, qu'est-ce que c'est que la catégorie esthétique du fantastique? Déjà, j'utilise le terme de catégorie et non pas de genre. Pourquoi? Parce que la catégorie esthétique du fantastique transcende les frontières de genre et d'art. On trouve évidemment une littérature fantastique, mais aussi de la bande dessinée fantastique, des films fantastiques, pourquoi pas de la musique fantastique. Après, évidemment, on peut toujours discuter des définitions. Catégorie donc esthétique poreuse et dont la définition rigoureuse a donné lieu à quelques guéguerres entre théoriciens sur lesquels je ne reviens pas, mais qui souvent ont été assez complexes et qui continuent aujourd'hui. Je résumerai en disant, évidemment, ma définition est sujette à bien des discussions, qu'il s'agit d'une catégorie qui nécessite des effets de réel. Je préférerais cette expression au terme de réalisme qui, lui, dénote plutôt un courant littéraire du 19e siècle. Effet de réel, donc, premièrement. Problématisation du surnaturel, ensuite. S'il n'y a pas de problématisation du surnaturel, on tombe dans ce que Todorov ou d'autres appellent le merveilleux. Et enfin, cette problématisation du surnaturel aboutit elle-même à des effets de fantastique qui vont de l'hésitation, dont a très bien parlé Zvetan Todorov dans son introduction à la littérature fantastique, jusqu'à la sidération de la lectrice ou du lecteur, un effet de fantastique, la sidération qui fonctionne particulièrement bien, on le verra, avec les récits de Lovecraft. Bon, cela étant dit, le problème qui se pose maintenant pour la bande dessinée, pour la narration figurative séquentielle, c'est celui de l'effet de réel, qui peut se combiner à des effets de style graphique. Mais force est de constater que de l'expérimentation expressionniste d'un Breccia, que j'évoquerai
un peu plus loin dans ma communication, au dessin plus réaliste, par exemple, d'un Watanabe, tous les styles graphiques ont accueilli et accueillent fort bien le fantastique. On pourra peut-être me rétorquer, avec un théoricien qui se nomme Jean-Paul Gavier, que toute bande dessinée est fondamentalement fantastique. Je le cite ici, c'est la citation que vous voyez s'afficher sur la diapositive. La bande dessinée est d'abord fantastique parce qu'elle porte un regard irrémédiablement décalé sur un ordre social ordonné par l'écrit et le langage, alors qu'elle-même est ordonnée par l'image. Évidemment, pour les besoins de cette communication, je fonderai mes analyses sur un corpus constitué de bandes dessinées où épouvante et surnaturel font bon ménage. Mais je ne m'interdirai pas de flirter avec quelques bandes dessinées, quelques œuvres plus proches de la science-fiction, voire de la fantasy. De même, je centrerai mon étude sur les métamorphoses grotesques et macabres. Je reviendrai sur ces deux adjectifs. En particulier des corps suppliciés et déformés dans le 9e. Je tenterai de montrer que la bande dessinée fantastique, en s'emparant de ce motif polymorphe qui est la métamorphose, le renouvelle tout en renouvelant ses propres codes. Mon plan se déroulera de la manière suivante. Dans un premier temps, j'évoquerai la persistance de ce motif qui est la métamorphose dans la bande dessinée, avec un bref panorama historique des différentes utilisations de ce motif dans la bande dessinée. Dans un deuxième temps, je m'intéresserai aux poétiques, au pluriel graphique de la métamorphose, entre dévoilement d'un côté, suggestion de l'autre. Enfin, dans une dernière partie plus métafictionnelle, je montrerai que la métamorphose est aussi le moment où, dans la bande dessinée, ce n'est plus seulement le corps qui se déforme, mais la bande dessinée, la planche elle-même. Commençons donc par cette première partie que j'ai intitulée du comico-social, persistance de la métamorphose comme motif polymorphe dans la bande dessinée. La métamorphose, d'abord, entretient des rapports privilégiés avec le fantastique. Il faut le préciser. Jean-Luc Steinmetz, qui est un fameux théoricien du fantastique, en fait même, je le cite, le thème dynamique le plus efficient dans le milieu fantastique. En particulier, ce motif, la métamorphose, revient de manière constante hanter la bande dessinée, et ce, dès ses balbutiements. Alors, on peut évidemment discuter sur les débuts de la bande dessinée. Certains la font remonter aux années 1830. Bon, ici, moi, je remonte au début du XXe siècle avec une fameuse série, une planche de Winsor McCay, extraite donc d'une série de 1904 qui s'appelle Dream of a Rarebit Fiend, qui a été traduit, me semble, en français sous le titre de Rêve d'un fondu de fondu. On y découvre, comme vous le voyez sur cette planche, un homme qui tente de remédier à sa calvitie au moyen d'une lotion, dont les effets se révèlent particulièrement féconds. Comme vous pouvez le constater sur cette planche de McCay répond déjà au code bien connu du lecteur du XXIe siècle. Composition régulière, qu'on appelle aussi le gaufrier rigide, première case qui correspond à un instant T, deuxième case T plus 1, etc., etc., phylactère ou bulle pour rapporter les paroles des personnages. Et déjà, ce qu'on peut constater dans cette planche, c'est que la séquentialité, qui est propre à cet art, vient souligner la déformation d'un corps en gigantesque masse de poils. Ou pour reprendre une expression de Jacques Dürrenmatt, son devenir monstre, avec un tiret entre devenir monstre. Car le devenir est bien au cœur du grotesque. Je reviens sur cet adjectif, le grotesque. Il s'agit ici, dans le cas de McCay, d'une image grotesque en évolution. Si l'on reprend la définition qu'en donne Bakhtin, définition que je vous fais apparaître à droite de la diapositive, je la cite. L'image grotesque caractérise le phénomène en état de changement, de métamorphose encore inachevée, au stade de la mort et de la naissance, de la croissance et du devenir. L'attitude à l'égard du temps, du devenir, est un trait constitutif déterminant, indispensable de l'image grotesque. Son second trait indispensable, qui découle du premier, est son ambivalence. Les deux pôles du changement, l'ancien et le nouveau, ce qui meurt et ce qui naît, le début et la fin de la métamorphose sont donnés ou esquissés sous une forme ou une autre. L'ancien et le nouveau, exactement ce que vous pouvez voir dans la planche de Winsor McCay,
l'ancien constituant l'homme au moment T, le nouveau constituant cette gigantesque masse de poils que vous voyez dans la pénultième case. Même cas d'image grotesque pour deux autres planches extraites de cette même série. Parmi tant d'autres qu'on aurait pu trouver, sur la planche de gauche, un mari qui devient squelettique et son épouse inversement éléphantesque à la suite de la prise d'un médicament. Et une femme qui, en tentant de retirer son corps au pied, voit grandir sur ce dernier un gigantesque épi de maïs. Ici, toute la planche repose sur le jeu de mots difficile à traduire en français, jeu de mots qui repose sur la syllabe de sens, sur le double sens du mot anglais corn, qui signifie à la fois maïs et corps. On comprend dès lors pourquoi la bande dessinée, entre statisme, immobilisme de l'image et dynamisme de la séquence, est particulièrement apte à restituer l'image grotesque dans son devenir. Évidemment, ce changement n'aboutit ici qu'au réveil des personnages, comme c'est le cas à chaque fois chez Winsor McCay. Mais dans cette série, Dream of a Rarebit Fiend, se trouve en germe tout le potentiel fantastique, il me semble, de la métamorphose. Ce potentiel sera d'ailleurs pleinement exploité par EC Comics à partir des années 1950, avec son périodique Haunt of Fear, il y en a eu beaucoup d'autres. Les histoires qui y sont comprises illustrent bien cette perméabilité entre la littérature d'un côté et la bande dessinée de l'autre, puisque certaines reprennent déjà des nouvelles d'auteurs particulièrement en vogue à l'époque, encore aujourd'hui, comme Ray Bradbury. Je dis bien toutes ces petites histoires, ont recours à l'imagerie macabre qui a fait en tout cas le succès des romans gothiques au XVIIIe siècle et de tout un pan de la littérature fantastique depuis. Bon, vous les connaissez, le fameux fantôme, le savant fou et autres morts vivants. Dans l'histoire intitulée Le loup du Pacifique, dont j'ai extrait quelques cases que vous voyez s'afficher devant vous. Dans cette histoire, donc, la protagoniste assiste à la métamorphose de son amant en loup-garou. Celle-ci, cette métamorphose, est rendue dans sa dimension processuelle, c'est-à-dire que nous observons les différents stades du procès de la métamorphose. Un peu comme chez McCay, mais de manière ramassée en un strip de 4 cases sur la droite de votre écran, qui reprend lui-même les différents stades de la mutation retracés auparavant par le récit d'un autre personnage, que je cite à gauche de votre écran, vous pouvez voir son phylactère. Ses sourcils se rejoignent, son visage se pare de poils, ses dents poussent, exactement ce que vous voyez sur le strip de droite. Ainsi, nous passons du récit de la métamorphose à son dévoilement horrifique, qui transgresse les frontières de l'humain et du non-humain. Dans la droite lignée des comics horrifiques, j'aimerais aussi citer un auteur qui est décédé récemment, qui s'appelle Richard Corben, bien connu, j'imagine, de tout le monde ici. Et en particulier ses Contes du cimetière, qui sont des histoires courtes en noir et blanc, qui forment autant d'hommages au périodique DC Comics que Corben connaissait fort bien. Corben reprend la scénographie de ces derniers récits, avec un narrateur premier qui est souvent une sorcière, un ermite toujours repoussant en tout cas, qui compte une histoire où la métamorphose occupe souvent un rôle de premier plan. Dans l'histoire intitulée Roots in Hell, les racines dans l'enfer, notamment, c'est une très mauvaise traduction, je suis désolé, les deux personnages, Betty et Jack, sont victimes d'un crash d'avion sur une île déserte où poussent des arbres à l'allure très bizarre. Je cite ici les deux personnages. Après avoir mangé le fruit d'un de ces végétaux, Jack subit une effrayante transformation que vous pouvez voir à l'écran. D'autant plus horrifiante que les différentes phases de cette transformation sont minutieusement décrites avec force effet grand guignolesque. Par exemple, le phylactère et les polices d'écriture spécifiques qui mettent l'accent sur la douleur de Jack et la violence de cette mutation qui est évidemment subie. On peut voir dans la scène finale de course-poursuite que vous voyez sur la page 17 à droite de votre écran, on peut donc voir dans cette scène finale une réécriture inversée du mythe antique de Daphné, qui, dans les Métamorphoses d'Ovide, se voit transformée en laurier après avoir été poursuivie par Apollon. Réécriture inversée non seulement parce que l'être pourchassant Betty est cette fois l'être métamorphosé, Jack, mais aussi parce que la protagoniste du récit finira elle-même métamorphosée en arbre à son insu. C'est qu'en réalité, la transformation humain-végétale est un topos, c'est-à-dire un lieu commun de la littérature depuis les Métamorphoses d'Ovide.
Et il serait surprenant que la narration figurative séquentielle, la bande dessinée, ne s'en soit pas emparée. Je vous propose à présent de traverser le globe pour évoquer en quelques instants le Japon, où la bande dessinée, dite manga, connaît une formidable popularité. Je voudrais ici m'attarder sur une bande dessinée qui date du début, de la fin des années 50 et qui se nomme Kitaro le Repoussant. Alors, cette BD m'a été recommandée par un étudiant spécialiste de la bande dessinée à la Sorbonne, que je remercie chaleureusement. C'était une très belle découverte. C'est un shonen, c'est-à-dire une bande dessinée recommandée pour un public adolescent masculin de Shigeru Mizuki, publié donc dès la fin des années 1950. Le manga développe tout un imaginaire assez sinistre et dérangeant, pour être honnête, de la métamorphose quand on pense qu'il est réservé à un jeune public. Dans l'histoire du parasite arborescent, le héros Kitaro ingère dans son sommeil des graines de ce parasite pour muter quelques pages plus loin en arbre rouge aux grandes dames des villageois qui voyaient en lui un sauveur. L'étape finale de cette transformation, que j'ai encadrée ici en rouge, mobilise un arsenal esthétique qui n'est pas sans rappeler avant l'heure certains films de Tim Burton, il me semble, avec ce plan rapproché en légère contre-plongée qui agrandit l'arbre au personnage, la présence évidemment en arrière-plan d'un croissant de lune et surtout ces filaments blancs vaporeux qui font baigner la scène dans une atmosphère fantomatique particulièrement angoissante. Je reviendrai plus longuement sur le manga dans ma deuxième partie, mais je terminerai avant cela par l'étude succincte d'un auteur chez qui la métamorphose recèle une véritable dimension sociale et non plus seulement surnaturelle. L'être métamorphosé, il ne faut pas oublier que l'autre, c'est aussi le marginal, celui que la société rejette et refuse de voir. C'est le cas, il me semble, dans la superbe bande dessinée Black Hole de Charles Burns, où des adolescents dans les années 70 sont touchés par la crève, une maladie sexuellement transmissible, et se retrouvent donc isolés en forêt, rejetés par la société. Avec son trait noir et blanc que vous voyez s'afficher à l'écran, assez tendre, enfantin, tout en courbe, Burns excelle à restituer dans toute sa cruauté ce passage de l'enfance à l'âge adulte, où le corps se métamorphose, de manière métaphorique ou non, pour le meilleur ou pour le pire. Il n'est qu'à comparer les planches constituant la deuxième et la troisième de couverture à droite de votre diapositive, qui reprennent les mêmes portraits avant puis après l'infection. J'ajoute à gauche de la diapositive une planche sur laquelle Burns use d'une technique très cinématographique, ou en tout cas dynamique, de zoom sur la bouche d'un adolescent atteint par la crève. Burns joue ici avec ce dévoilement de la difformité, qui s'insinue jusque dans le phylactère et la police d'écriture. Dévoilement de la difformité qui cherche dans le même temps à se dissimuler aux yeux de la société. Nous l'avons donc montré, la bande dessinée reprend fréquemment ce motif polymorphe qu'est la métamorphose. À présent, tâchons de nous intéresser à la manière dont elle le travaille, à sa poétique graphique, ou plutôt à ses poétiques graphiques. Comme la littérature, la narration figurative séquentielle se retrouve prise, dès lors qu'il s'agit de s'emparer de ce motif, dans un jeu de tension entre deux régimes figurés, celui de la suggestion d'un côté et du dévoilement ou monstration de l'autre. Ces deux stratégies aboutissent à deux branches du fantastique, la terreur pour la première, le fameux monstre derrière la porte, l'horreur, du latin aurore, qui signifie frémissement, on a donc une mention physique, pour l'autre. Comme l'explique un théoricien qui s'appelle Jean Baetens dans un article qui porte sur le regard dans la bande dessinée fantastique, je vous le cite ici, le médium visuel qu'est la bande dessinée ne peut pas tricher aussi habilement que la littérature avec les exigences du regard. Alors que les textes les plus réussis sont souvent ceux qui optent pour une approche oblique, il est tout à fait inutile de rappeler l'exemple canonique de Lovecraft, la bande dessinée ne dispose pas de ce même luxe. Puisque l'image ne dispose pas d'un équivalent de l'acte verbal de la négation, le dessin doit se décider ou bien à cacher, ou bien à montrer. Baetens évoque, il me semble à raison, l'exemple canonique de Lovecraft. C'est qu'on a souvent tendance à voir dans l'auteur de Providence un farouche partisan de l'indicible,
qui voilerait ces créatures derrière une flopée d'adjectifs affectifs, hideous, hellish, blasphemous. Vous les connaissez bien. Or, Lovecraft décrit beaucoup, c'est un constat, souvent de manière méticuleuse au moyen d'un style hyperbolique où la prétérition occupe une place prépondérante. Alors, qu'est-ce que c'est que la prétérition? Souvent, je l'explique à mes élèves de la manière suivante. Il s'agit de feindre qu'on ne dit pas quelque chose pour mieux l'affirmer. Exemple typique que je dis là encore souvent à mes élèves. Il est inutile que je vous précise de réviser le cours pour demain. Vous voyez, je feins de ne pas le dire pour mieux l'affirmer. Donc, Lovecraft utilise très souvent la prétérition dans ses descriptions, ne serait-ce qu'en utilisant cet adjectif indicible, puis en décrivant juste après. Comment, dès lors, adapter cet écrivain qui est réputé inadaptable dans un art narratif qui ne peut se permettre, j'emprunte ici une expression à Denis Méliès, de telles postures rhétoriques? Deux exemples, parmi tant d'autres, qui sont antinomiques à bien des égards, s'offrent à nous. Celui d'Alberto Breccia et celui de Watanabe. Commençons par le dernier. Le style graphique de Watanabe, que vous voyez s'afficher sur votre écran, se caractérise par une certaine épaisseur, assez peu japonisante par ailleurs, et qui peut rappeler par la précision de son trait certaines gravures de Gustave Doré. Dans La couleur tombée du ciel, je pense qu'il est inutile de vous rappeler l'intrigue, je le fais peut-être très rapidement. Cette intrigue se centre sur la lente dégénérescence macabre d'une famille, les Gardner, soumis à l'influence néfaste d'une météorite tombée dans leur jardin. Dans cette nouvelle, donc, Tanabe choisit de dépeindre la mutation des différents membres au sens propre, comme figuré, de la famille de manière hyper réaliste. Certains diraient gore. Les gros plans respectifs sur le bras de Zénas, dans la planche de gauche, l'œil de l'épouse Gardner, planche du milieu, et le visage de Naom, planche de droite, fonctionnent dès lors comme autant de synecdoques exhibant leur déchéance physique. Une synecdoque, c'est une figure de style qui consiste à prendre la partie pour le tout et inversement. L'œil pour le visage, le bras pour l'ensemble du corps humain. Passons maintenant à Breccia. Comme vous allez le voir, les points communs entre l'auteur argentin et le mangaka s'arrêtent à leur choix du noir et blanc. En effet, Breccia adapte dans les années 1970 plusieurs nouvelles de Lovecraft avec un trait expressionniste, faisant la part belle à des expérimentations graphiques telles que collage des monotypes. Alors, pour résumer, le monotype, c'est lorsque vous allez ancrer une plaque, souvent de verre, et que vous allez retirer des couches de couleurs et dessiner de la sorte. Bon, les collages, c'est tout simple, c'est lorsque vous prenez des journaux, des photos, d'autres matériaux et que vous les collez sur une planche pour avoir différentes couches, ce qui crée un effet très étrange à première vue, que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Dans le cauchemar d'Innsmouth, le dévoilement des hybrides mi-homme, mi-poisson en pleine mutation s'effectue au moyen de la superposition de photos et de dessins. Ainsi, la case elle-même devient un hybride graphique. Autre exemple de métamorphose restituée, elle, de manière dynamique et particulièrement cinématographique, celle de l'aïeul du narrateur dans Le Cérémonial. Elle est rendue par effet cinématographique de zoom-dézoom et champ contre champ, tandis que la technique des taches d'encre figure un indicible. Les personnages deviennent ici de véritables tests de Rorschach sur lesquels le lecteur est invité à projeter ses hantises, à greffer ses propres frayeurs. Je reprends ici une expression qu'utilise Breccia lui-même dans un entretien que Latino Imparato intitule fort justement « Dessiner l'invisible ». L'expressionnisme expérimental, qui frise parfois l'abstraction de Breccia, l'oppose ainsi diamétralement à l'attention aux détails et à l'hyperréalisme du style de Tanabe. Je ne résiste pas, pour finir cette évocation des adaptations Lovecraftiennes, à la tentation de comparer Breccia à quelques adaptations supplémentaires de Lovecraft, pour vous prouver à quel point la tentative de l'auteur argentin est originale et sans équivalent dans l'univers de la bande dessinée. Quelques planches que vous voyez s'afficher à l'écran sur votre gauche, extraites de The Lovecraft Anthology, une bande dessinée, un recueil d'adaptations de récits Lovecraftiens que j'ai trouvé dans une grande librairie londonienne, en langue originale, donc, avec ici la métamorphose de Nahum dans La couleur tombée du ciel, un dessin de David Hine. Vous voyez que ça n'a strictement rien à voir avec le dessin
très abstrait de Breccia sur votre droite, ainsi que, un petit peu plus loin, la révélation finale du jumeau de Wilbur en double page chez le dessinateur Cullbard, qui est bien connu des amateurs de Lovecraft, puisqu'il a adapté plusieurs récits. En double page, donc, chez Cullbard, en couleur, avec une dimension cosmique et titanesque du jumeau de Wilbur, tandis que chez Breccia, comme vous le voyez sur la planche de droite, on est un petit peu plongé dans le flou. Il faut plisser les yeux pour repérer une tête humaine qui est tout en haut de la troisième case, qui représente donc cette sorte d'araignée velue gigantesque, très difficile à percevoir, alors que la tête se perçoit beaucoup plus facilement dans le dessin de Cullbard. Mais revenons-en quelques instants à Tanabe et à la veine du fantastique japonais qu'il représente. Peut-être qu'il faut voir dans la volonté de réalisme grotesque, je reprends une expression de Bakhtin, une des caractéristiques de ce fantastique japonais, donc, qui est un fantastique résolument organique, viscéral, et qui préfère la monstration à un fantastique occidental beaucoup plus cérébral. Je voudrais citer ici un dernier exemple de mangaka, bien connu de tout le monde, Junji Ito. Son manga Spirale relate l'histoire d'une ville progressivement, qui est frappée par une étrange malédiction. Ses habitants se transforment tous les uns les autres en cercles monstrueux. Vous pouvez le voir sur la planche de gauche, la double planche de gauche, dans laquelle le père d'un des héros ou du héros développe une obsession maladive pour les spirales au point de devenir lui-même une spirale. Alors, je me penche quelques instants sur l'histoire qui est intitulée La cabane du démon et qui est tout à fait révélatrice de la poétique de la métamorphose qu'adopte Ito. Dans cette histoire, dont vous pouvez constater qu'elle est frappante et que dont vous pouvez constater les 4 cases à droite de votre écran, dans cette histoire, donc, le monstre se situe d'abord derrière le mur. Et le mangaka parvient à suggérer la métamorphose de ce monstre par de simples habits troués qui évoquent encore un reliquat d'humanité. Donc, vous le voyez en page 408, les habits troués. Un gros plan synecdoquique sur une main déformée, en page 409. Mais la révélation intervient néanmoins. Elle est repoussée, mais elle intervient. D'ailleurs, elle est assez peu repoussée finalement. Elle aboutira à quelques planches de pure horreur avec force gros plan. Voyez-le en page 421, constatez-le en page 422. La métamorphose donne donc lieu à des stratégies de représentation ou de non-représentation. Et ces dernières, évidemment, travaillent la dynamique narrative de la bande dessinée avec des effets de tension. Les stratégies de suggestion exacerbent la curiosité du lecteur, qui va se demander la chose suivante. Qu'est-ce qui se cache derrière le mur, derrière la porte, derrière le rideau? Ce procédé est à l'œuvre dans une bande dessinée intitulée Automnale, bande dessinée sur laquelle je reviendrai plus longuement dans ma troisième partie. Lorsque le personnage principal, Kat, soulève le couvercle du cercueil de sa mère. Un gros plan sur l'œil de l'héroïne, que j'ai encadré en rouge dans la planche de gauche, permet de jouer sur la curiosité du lecteur. Celle-ci est finalement assouvie en page suivante avec le plan américain sur le cadavre maternel qui, lui, crée un effet de chute sur lequel s'achève le chapitre. Cadavre, vous le constatez, à moitié métamorphosé entre l'humain et le végétal. Il n'est néanmoins pas rare que le ou la BDiste s'amuse à déjouer l'attente du lecteur, en révélant à peine assez de la transformation en cours pour susciter le questionnement du lecteur ou de la lectrice. Si on y ajoute une caractéristique propre à l'objet livre, qui est la page à tourner pour en apprendre plus, on aboutit ainsi à une tension renouvelée. 2 planches de la récente bande dessinée Immonde d'Elisabeth Holleville sont à ce titre éclairantes. Si la première, située en page impaire sur la gauche de votre diapositive, dévoile à peine un pied métamorphosé derrière le rideau d'une cabine d'essayage et se centre sur le regard médusé de la spectatrice, qui est par définition aussi celui du lecteur ou de la lectrice. La seconde page diffère la révélation monstrueuse. Le lecteur en est réduit à formuler des hypothèses
auquel Immonde ne répondra d'ailleurs pas entièrement. Qui était cet homme derrière le rideau? Nous ne le saurons jamais, peut-être dans un deuxième tome à venir. Entre suggestion et dévoilement, la bande dessinée joue ainsi de stratégies de représentation antithétiques pour notre plus grand plaisir. Enfin, la bande dessinée étant un théâtre de métamorphose, je cite ici le critique Benoît Peters dans son ouvrage Lire la bande dessinée, théâtre de métamorphose parce que ces personnages évoluent, se métamorphosent littéralement d'une case à l'autre. La bande dessinée est un art du mouvement, mais c'est aussi un art en mouvement. Dans la bande dessinée, dans cet art en mouvement, la métamorphose marque aussi le moment où s'interrogent et se déconstruisent des codes génériques propres à cet art, le fameux gaufrier, la fameuse composition régulière de la planche. Dans ce dernier temps de mon exposé, je fonderai mon analyse sur plusieurs bandes dessinées récentes qui transforment à leur manière notre façon d'appréhender le 9e art. La première bande dessinée que j'évoquerai est le fruit d'une collaboration entre le scénariste Motus et le dessinateur Eri Shinato. Il s'agit d'une bande dessinée qui, d'ailleurs, il me semble, m'a été recommandée par l'association Miskatonic, Unité Z, une bande dessinée donc, qui narre le combat d'une troupe de soldats surentraînés contre la brume éthère, un phénomène étrange et inquiétant qui se répand dans le centre de la France. Les premières pages nous plongent in medias res dans un combat contre les spectres. In medias res, ça signifie en latin « au milieu des choses ». Nous sommes donc directement plongés dans ce combat. Ces spectres ont la capacité d'infliger à leurs victimes humaines un dépérissement accéléré, je cite l'un des personnages, dont est victime l'un des soldats, l'un des malheureux soldats. Cette métamorphose macabre est restituée sur une demi-planche qui acquiert une dimension tabulaire, de véritable tableau. Seul le regard du héros, qui se nomme Ted, est isolé dans 3 cases disposées en diagonale. Regardez-le sur la gauche de votre diapositive. Alors que la mort d'Idriss, le soldat victime des spectres, est exhibée en plan rapproché de manière processuelle, dans ses différents stades de pourrissement. À noter toutefois que les 2 derniers strips de la page, que vous ne pouvez pas voir sur ce scan, reprennent une disposition plus conventionnelle. Une telle organisation esthétique, surprenante à bien des égards pour le lecteur, se retrouve un peu plus loin, lorsque le héros échappe de peu à la mort. La transformation du corps de Ted, son déchirement au sens propre, occupe cette fois une pleine planche sur laquelle se superposent 7 vignettes zoomant progressivement sur une inquiétante entité cosmique assez Lovecraftienne par ailleurs. La métaphore du dépaissement est ici actualisée en métamorphose du corps et de la page. Penchons-nous à présent sur le comics américain, qui est un lieu d'expérimentation graphique et de renouvellement générique. Un comics tout d'abord qui se nomme Plunge, comics issu de la collaboration de Joe Hill, le fils du réputé Stephen King, et de Stuart Immonen. Une histoire assez Lovecraftienne de bateau, le Derlet, vous reconnaîtrez la référence, dont le radar se remet à fonctionner des années après sa disparition. Les protagonistes se rendent dans l'atoll en question et sont confrontés à une armée de créatures qui n'ont d'humain que la physionomie. Pleine planche, vous pouvez ici contempler le premier cadavre que Moria, une des héroïnes de la bande dessinée, découvre. Comme dans Unité Z, quelques vignettes gravitent autour du corps transformé occupant une place centrale en plan rapproché. On notera que le travail sur la couleur de la peau, d'une froideur métallique, est ici essentiel pour comprendre la métamorphose du cadavre. Je reviens à présent sur Autumnal, qui relate donc le retour de Kat et de sa fille Sibylle à Comfort Notch, une petite ville en apparence paisible où se vit, je cite les habitants, le plus bel automne de toute l'Amérique. Or, vous en doutez bien, les apparences sont trompeuses et les 2 héroïnes se retrouvent embarquées, malgré elles, dans une bien sinistre communauté qui voue un culte à une créature hybride, mi-humaine, mi-végétale. Si l'utilisation de la planche reste relativement conventionnelle, avec une primauté de son aspect narratif organisé en cases rigides, phylactères et cartouches,
Les couleurs sont progressivement dominées par les tons ocre des feuilles d'arbre, qui occupent un espace de plus en plus important, outrepassant parfois les limites de la vignette classique pour acquérir finalement un rôle structurel à part entière, au même titre qu'une case, lorsqu'elles servent notamment de support mnésique à l'analepse que subit Kat, lorsqu'elles servent de mémoire à ce flashback que subit le personnage. Il s'agit ici d'une utilisation non plus conventionnelle, mais rhétorique de la planche. Je reprends la distinction de Benoît Peters. La disposition de la page se met au service de la narration. La planche se retrouve en effet étouffée par les feuilles, comme peuvent l'être les personnages. Et dans le même temps, ces feuilles travaillent à la redéfinition du classique gaufrier. La lente métamorphose de la page précède de manière frappante la métamorphose finale de l'héroïne en vengeresse végétale. Je finirai ma plongée dans l'univers du comics par l'évocation en quelques mots d'un super vilain créé par Marvel et qui a récemment fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Je vous laisse juge de sa qualité. Carnage. C'est une sorte de Venom décomplexé. Ce bien nommé Carnage, il naît d'un symbiote, c'est-à-dire un parasite extraterrestre, qui s'unit avec Cletus Kasady, un psychopathe sanguinaire. Tous les dessinateurs qui se sont frottés à ce personnage ont travaillé sur sa corporéité, notamment lors des moments de transition entre le psychopathe Kasady et Carnage lui-même. C'est le cas dès son apparition en 1992, comme vous pouvez l'apercevoir dans les 2 premières cases de la planche de gauche. Toutefois, le dessinateur Michelini et Bagley insistent sur la dimension résultative de la transformation, en laissant un peu de côté sa dimension processuelle. On s'intéresse ici au résultat plutôt qu'à la transformation en elle-même. Plus impressionnante, il me semble, est la métamorphose non plus de Kasady à Carnage, mais de Carnage à Kasady, que dévoile la double page de Steven Segovia dans Superior Carnage, qui date de 2013. La contre-plongée, que vous pouvez admirer sur la droite de votre diapositive, centrée à gauche sur le visage de Kasady, à droite sur celui du symbiote, met l'accent sur la souffrance physique, l'écartèlement du personnage attaqué par un sbire du sorcier qui cherche à le contrôler. La métamorphose de Carnage est aussi un moment de démesure qui peut contaminer la disposition de la planche, comme c'est le cas dans Carnage Mind Bomb, qui date de 1996. Le dessin de Kyle Holtz, vous le voyez ici, exhibe ce gore outrancier dans des planches pleines pages où le rouge du sang domine à mesure que se transforme Kasady. Chaque planche devient ici un tableau à la disposition bien léchée, baroque dans son foisonnement macabre. De plus, dans Mind Bomb, Carnage n'est plus seulement un personnage de bande dessinée. Sa transformation coïncide avec une métamorphose du réel dont il est à l'initiative. Comme vous pouvez le constater sur cette planche où le doigt de Carnage déchire progressivement la trame du réel, la trame bienheureuse du réel. Regardez-le à droite, pour le rendre absolument terrifiant. Il s'agit donc bel et bien d'un super vilain fécond pour les amateurs de métamorphose. Et en ce sens, l'adaptation cinématographique avec pléthore d'effets spéciaux est finalement assez respectueuse de l'esthétique du dessinateur de Mind Bomb. J'aimerais enfin évoquer le magistral roman graphique d'Émile Ferris qui s'intitule « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres », un roman graphique qui mêle habilement enquête policière, biographie et hommage aux grandes figures monstrueuses du fantastique. C'est peut-être l'œuvre avec laquelle l'autrice travaille le plus à bouleverser les codes du 9e art. L'étiquette même de roman graphique est parlante. J'y reviens quelques instants. S'il s'agit sans doute d'une volonté de légitimer la bande dessinée, jugée parfois puérile ou du moins réservée à un public enfantin, par l'appel au genre consacré du roman, il n'en demeure pas moins que le roman graphique, en tant qu'art narratif séquentiel, appartient au 9e art. Mais revenons-en à moi, ce que j'aime, c'est les monstres. On constate dès les premières pages de la bande dessinée que celle-ci adopte une mise en page relativement novatrice. L'objet livre est présenté comme un carnet de dessin qui reprend son quadrillage interne et sa reliure en spirale, auquel répond le style hachuré de l'autrice. En outre,
Émile Ferris s'affranchit en partie de la case, et la métamorphose de l'héroïne narratrice en loup-garou est le lieu de cet affranchissement. La première vignette, sur la page de gauche, est encore délimitée par un cadre rigide. Mais dès la deuxième, celui-ci disparaît. L'onomatopée est encore utilisée pour mettre en mouvement la transformation de l'héroïne. Son stade final transparaît pleine planche, quelques pages plus loin. Ainsi, c'est le regard de l'enfant, son imagination foisonnante, qui font éclater les normes de la bande dessinée, en conservant toutefois assez de ces codes pour que le lecteur puisse identifier un sens de lecture et ne soit pas complètement perdu. On assiste par conséquent, dans ces différentes œuvres, à une métamorphose de cet art des métamorphoses. Et l'on peut gager que l'avenir nous réservera quelques surprises d'utilisation innovante de ce médium. Je terminerai en disant qu'au terme de cette étude, il apparaît que la narration figurative séquentielle ou bande dessinée, au même titre que la littérature, est friande des métamorphoses. Par ce panorama nécessairement non exhaustif de l'usage de ce motif dans la bande dessinée fantastique, j'espère avoir montré que la métamorphose grotesque, que les mutations macabres, parce qu'elles tordent, parce qu'elles déforment, parce qu'elles boursouflent le corps humain, transforment aussi le 9e art et notre manière de l'appréhender. En cela, le 9e art est définitivement un art du mouvement et un art en mouvement, un art des métamorphoses en somme. On pourra pour finir s'interroger sur la dimension inquiétante de la métamorphose. Vous l'avez remarqué, cette présentation n'était pas des plus réjouissantes en termes de comment dire ça, d'inquiétude, en termes d'images que je vous ai montrées. J'ai quand même repéré une bande dessinée relativement récente, enfin très récente même, dans laquelle la bande dessinée a un rôle peut-être axiologique plus ambigu. Il s'agit de la bande dessinée de Timothée Le Boucher, qui se nomme 47 cordes, bande dessinée dans laquelle la métamorphose devient un moyen de séduction pour un être qui se nomme la métamorphe. Elle occupe donc un rôle plus ambigu axiologiquement que la métamorphose chez une autrice comme Elisabeth Holvig, qui est une métamorphose toujours dépeinte sur un mode dysphorique et effrayant. Si le fantastique semble avoir choisi son camp, celui de l'épouvante et de la transgression réprouvée subie, la métamorphose recèle un potentiel inépuisable pour la bande dessinée dans son ensemble. Je vous remercie et je fais figurer enfin de cette présentation un petit bibliographie avec mon corpus primaire et mon corpus secondaire. Je vous laisse ici le corpus primaire et je mettrai un peu plus tard le corpus secondaire si vous le voulez bien. Merci beaucoup pour votre écoute attentive.